Ça ne vous a pas échappé, cet été, il y a énormément de transferts en Arabie Saoudite. Il y a 6 mois, il y avait déjà eu le départ du Cristiano Ronaldo, mais cet été, il y a vraiment eu énormément de transferts. On peut penser à Benzema, à N'Golo Kanté, Brozovic récemment, Koulibaly, bref, je vais pas tous les citer. Et on entend souvent un petit parallèle avec les joueurs qui sont partis en Chine il y a quelques années. Et du coup, je me suis dit, un peu comme on avait fait pour les stars de Ligue 1, donc le premier et le deuxième épisode, qui vous avait d'ailleurs plutôt bien plu, j'ai imaginé une sorte un peu d'hors-série, si je puis dire, en parlant des joueurs qui ont évolué en Chine. Et donc on est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, donc, on va parler des joueurs qui sont partis en Chine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier parce qu'on a passé les 10 000 abonnés sur YouTube. Franchement, c'est vraiment un super cap, je suis très content. En un peu plus d'un an, réussir à être à 10 000 abonnés, je suis vraiment très heureux. Donc merci à vous pour le soutien, merci à vous pour les résultats, les dernières vidéos, où on dépasse quasiment tout le temps 10 000 vues, donc franchement c'est top, merci beaucoup. On va continuer à progresser, on va continuer à évoluer, parce qu'effectivement il y a encore des choses qui sont perfectibles, mais on va faire en sorte de progresser pour le contenu soit de plus en plus qualitatif. En tout cas vraiment merci pour la force. Franchement, ça se développe vraiment très bien et merci beaucoup. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour que l'algorithme recommande de plus en plus la chaîne. C'est grâce à vous, si la chaîne évolue très clairement, parce que vous êtes nombreux à liker et à vous abonner, donc merci beaucoup. Et c'est parti, on va donc rentrer dans le vif du sujet, on va parler de 20 joueurs qu'on joue en Chine. Alors il y en a plus, donc c'est une liste non exhaustive, donc ne me dites pas tu as oublié machin ou machin, non j'ai pas oublié, c'est une liste. Donc forcément il n'y a pas tout le monde. Bref, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par le joueur qui a marqué un peu cet exil, et vraiment moi ça m'avait énormément marqué de le voir partir, c'est Didier Drogba. Didier Drogba on le connaît, il a joué au Mans, on l'a commencé à vraiment bien le voir du côté de Guingamp. À Marseille sur une saison, il fait vraiment une saison extraordinaire, avec notamment malheureusement cette finale perdue contre Parme, mais on se souvient notamment de cette superbe volée contre Newcastle. Après, il fait 8 ans à Chelsea, où à Chelsea c'est véritablement une légende. Il arrive à gagner la Ligue des Champions lors de sa dernière saison, même s'il aurait pu la gagner auparavant. Il a fait une finale, il y a eu une demi-finale notamment avec la fucking Diswas contre le Barça. Et en 2012, donc, il décide de quitter Chelsea et il part du côté de la Chine. Ce qui était quelque chose clairement atypique à l'époque, de partir là-bas, même si clairement c'était par rapport au salaire. En allant là-bas, Didier Drogba devient le 6e joueur le mieux payé du monde, donc on peut comprendre pourquoi il part, surtout après avoir gagné la Ligue des Champions et après avoir quasiment tout gagné avec Chelsea. Donc Didier Drogba part, mais Didier Drogba ne va pas rester extrêmement longtemps en Chine parce qu'il va jouer seulement 11 matchs où il va tout de même marquer 8 buts, toutes compétitions confondues. Mais il va y avoir un conflit qui va éclater entre le conseil d'administration du club et le président Zhu Jun. Et donc le président, il décide en fait de suspendre tout simplement les salaires des joueurs par rapport à cette querelle, et donc Didier Drogba décide forcément de partir. Et il va rejoindre Galatasaray où il va partir en Turquie où il va quand même faire 53 matchs, un petit retour à Chelsea où il va faire 40 matchs, et après on va le voir au Canada à l'Impact de Montréal. Et il va finir au Phoenix Rising avant de prendre sa retraite. 683 matchs pour Didier Drogba dans sa carrière, 307 buts. Donc vraiment une belle carrière. Et son passage en Chine avait beaucoup marqué, mais au final, c'est vrai que ça n'a pas duré si longtemps. On part sur un autre joueur qui a quitté Chelsea pour aller en Chine, et lui ça a été un petit peu avant Drogba, ça a été lors de l'hiver 2011-2012. On va parler bien sûr de Nicolas Anelka, le français. Pour Nicolas Anelka c'est pareil, on n'a pas forcément besoin de le présenter, attaquant vraiment très prometteur jeune, qui avait fait plutôt des belles choses à Paris, qui a tiré Arsenal. Arsenal ça marche plutôt bien. Il décide de quitter le Real où ça va être beaucoup plus compliqué, donc il revient du côté du PSG. Ensuite un prêt à Liverpool, un départ à Manchester City, c'était pas forcément le Manchester City racheté, donc c'était pas la grande équipe, même s'il a plutôt fait du bon travail du côté de Manchester City. Un an en Turquie à Fenerbahçe, puis il retourne en Angleterre à Bolton avant d'être à Chelsea où il est vraiment bon, il va vraiment faire de belles choses avec ce fameux numéro 39. Et donc comme indiqué lors de l'hiver 2011-2012, il va rejoindre également le Shanghai Shenhua, donc le même club que Didier Drogba. D'ailleurs petite précision, j'ai oublié de préciser, mais s'il y a des prononciations qui sont pas bonnes sur les clubs chinois, je m'excuse par avance. Je vais essayer de faire au mieux, mais honnêtement, c'est assez difficile, donc voilà. Et donc le club chinois est suivi depuis plusieurs mois, parce que c'est vrai qu'Anelka s'était retrouvé un peu écarté avec l'arrivée de Villas-Boas lors de l'été 2021. Il jouait vraiment beaucoup moins, donc c'est pourquoi il décide de partir, et Shanghai le suivait depuis plusieurs mois. Donc ça se confirme, il décide de partir là-bas, et après plusieurs mois, les résultats ne sont pas forcément très bons, et Jean Tigana, qui était alors entraîneur, va être nommé, et en adjoint, il va avoir Nicolas Anelka. Donc Nicolas Anelka va avoir la double casquette entraîneur adjoint et joueur, ce qui est quand même assez surprenant.
il va rester entraîneur adjoint même quand Tigana va partir. Il va être l'adjoint sous Florent Ibengue et lui aussi va être écarté. Et le 30 mai, c'est Sergio Batista qui est nommé entraîneur et là, Anelka reprendra simplement son statut de joueur. Sauf qu'Anelka, au bout d'un moment en Chine, il a envie de retrouver un niveau compétitif un peu plus élevé parce que la Chine, à ce moment-là, franchement, c'était vraiment pas très très haut le niveau. Ça a été un peu plus par la suite quand il y a eu de nombreuses stars qui vont arriver par la suite et qu'on verra dans la suite de la vidéo. Mais à l'époque, le niveau de la Chine, c'est franchement pas ouf. On va pas faire de comparaison nulle avec genre dire c'est la N1 ou pas. Ça, j'ai toujours trouvé ça vraiment pas intéressant comme comparaison. Mais voilà, c'était vraiment pas ouf. Et c'est pourquoi d'ailleurs la Chine décide de recruter autant de stars. C'est pour pouvoir développer le sport et le foot à l'intérieur du pays. Bon, malheureusement, on va voir par la suite que ça va plutôt tourner au fiasco et que cette arrivée de stars va plus créer de problèmes financiers que véritablement de talent chinois. Mais Anelka décide de retourner en France pour s'entraîner lors de la trêve lors du championnat chinois et il décide de s'entraîner à Paris au camp des loges avant de signer à la Juve, ce qui était vraiment surprenant. On a quand même eu une attaque Niklas Bentner, Nicolas Anelka, enfin sur le papier parce qu'ils ont rarement joué ensemble. Et à la Juve, ça a clairement été une erreur pour Anelka d'aller là-bas. Il a vraiment pas beaucoup eu de temps de jeu, il a joué seulement 3 matchs. Il décide donc de rebondir à West Bromwich où ça va être assez compliqué également. Et il va finir en Inde, à Mumbai, et Anelka va prendre sa retraite sportive en 2015. 670 matchs pour Nico Anelka, mine de rien, seulement, j'ai envie de dire seulement, mais ça reste un mais ça reste un bon total, 209 buts. Mais franchement, Anelka, quand il explose, on s'attend vraiment à ce qu'il soit au-dessus. Il gagne l'Euro 2000, on l'oublie pas. Je me rappelle également du doublé contre l'Angleterre en 99, vraiment c'est un gros crack. Je commençais à peine à suivre le foot, moi j'avais 7-8 ans et je me rappelle, j'attendais beaucoup d'Anelka. Il a eu des très bonnes périodes, mais on pouvait peut-être s'attendre à une carrière un peu plus linéaire. On va parler d'un joueur que moi j'ai toujours vraiment beaucoup apprécié, surtout du côté de Tottenham où je le trouvais vraiment très fort, c'est Moussa Dembélé, donc pas Moussa Dembélé l'ancien joueur de Lyon, le Belge, le milieu central, qu'on avait découvert du côté de Beerschot. Ensuite on l'a vu aux Pays-Bas, à Willem 1 an avant d'être 4 ans à la Z Alkmaar. D'ailleurs je crois qu'on dit pas Z Alkmaar, on dit AZ. À vérifier. Et ensuite, il fait 2 ans du côté de Fulham et il va à Tottenham où il sera de 2012 à 2019 vraiment un milieu essentiel à cette équipe de Tottenham. Moi, j'ai adoré vraiment Moussa Dembélé, je le trouvais très très fort. C'était à l'époque où ils avaient pas mal de Belges Tottenham et franchement, ça marchait plutôt bien. On peut penser à Vermaelen, à Alderweireld. C'était plutôt bon. Lui, il va signer du côté de Guangzhou en 2019 où sa première saison, elle va plutôt être bonne. Il va jouer 26 matchs. Il va faire 1 but, 4 passes décisives et la deuxième saison, par contre, elle va être un peu plus compliquée parce qu'elle va être arrêtée prématurément liée au Covid où il va jouer donc seulement 8 matchs. C'était une saison qui avait duré seulement que 14 journées. Et la troisième saison, il va également moins jouer, seulement 8 matchs, avant de déclarer sa retraite sportive à 34 ans. Moussa Dembélé, voilà, moi, vraiment, je pense que s'il y a des fans de Tottenham, vous savez, ou des fans de Première Ligue, vous savez quel joueur il était, mais franchement, c'était vraiment un monstre, moi j'aimais vraiment beaucoup. Et je sais que c'est un terme qu'on utilise énormément, moi y compris, mais je pense que c'était vraiment un milieu très sous-coté. On va rester dans les milieux de Première Ligue et on va parler d'un milieu offensif, Oscar, le Brésilien. Oscar, il fait une petite saison à Sao Paulo et après il perce à l'Internacional au Brésil. Et ça va attirer Chelsea qui va plutôt mettre le pactole sur lui. Donc il arrive en 2012 et Oscar, franchement, il est pétri de talent, il est vraiment très intéressant. Un peu un 10 à l'ancienne, un peu frêle, mais qui arrive plutôt à réussir quand même en Première Ligue, malgré quelques fragilités par moment. Et à la surprise générale, en 2017, il décide de signer à Shanghai. Et je me rappelle que ça avait vraiment surpris parce que Oscar n'était pas vraiment vieux et de le voir déjà partir en Chine. Partir en Chine, ça a toujours été vu, comme on peut le voir avec Drogba, Anelka, voire Moussa Dembélé, comme une fin de carrière un peu dorée, où on peut le voir également là en Arabie Saoudite, où c'est quand même pas mal de personnes qui ont facilement une trentaine d'années et qui veulent faire leurs dernières années en ayant un beau pont d'or, ce qui se comprend. Mais lui, il était jeune et franchement, je me rappelle que ça m'avait choqué, ça avait choqué pas mal le monde du foot. Lui, clairement, et pour le coup, il a été honnête. Il a dit, bah moi j'y vais, c'est pour l'argent, je peux pas refuser ça. Je préfère ça qu'on me dise que c'est le projet sportif ou je ne sais quoi. Et par contre, à Shanghai, il a vraiment été très très bon, Oscar. D'ailleurs, il y est toujours en 2023. 187 matchs, 56 buts, toutes compétitions confondues. Donc franchement, c'est assez fort. 67 passes décisives en championnat. Il est vraiment très très fort. Il continue à être bon. C'est le capitaine d'ailleurs maintenant de Shanghai. Il a été champion en 2018 de Chine. Il a gagné la Super Coupe de Chine en 2019. Donc ouais, franchement, Oscar, c'est plutôt une belle réussite au Brésil, mais en Chine, pardon, mais moi j'aurais quand même bien voulu le voir un peu plus en Europe, parce qu'il avait quelque chose, et bon, malheureusement, après c'est sa carrière, il décide de faire ce qu'il veut. Si lui, il est heureux, parce que ça n'a pas toujours été le cas, visiblement, en Chine, lui a l'air d'être heureux là-bas, donc tant mieux pour lui, mais bon, on peut quand même avoir des regrets, en tant que suiveur du football européen, de ne pas avoir pu profiter d'Oscar un peu plus.
On reste du côté de Chelsea, hein, décidément, et on va parler de Ramirez. Ramirez, on le découvre vraiment du côté de Benfica en 2009, où il fait vraiment une belle saison, et c'est ce qui va attirer Chelsea, qui va le recruter. Et Ramirez, au début, quand il arrive à Chelsea, je vais être honnête avec vous, je comprends pas, parce que moi, je suivais pas forcément Benfica, hein, je vais être honnête avec vous, surtout en 2009-2010, hein, j'avais 17-18 ans, donc le championnat portugais, voilà. C'était assez difficile d'accès. Et quand il arrive à Chelsea, je comprends pas forcément. Je me dis, mais, enfin, il est pas fou. Et en fait, la deuxième saison, là où il gagne la Ligue des Champions, il est tout simplement trop fort. C'est vraiment un partisan, hein, de la victoire du Chelsea de Di Matteo, où ouais, il est assez monstrueux. Et il va continuer du coup avec Chelsea, il va quand même faire 251 matchs avec les Blues, ce qui est quand même vraiment un beau total. Il va marquer 34 buts et en 2016 donc il décide de rejoindre également la Chine et lui il va signer au Jiangsu Suning, où il va également jouer 123 matchs, hein, donc il va plutôt faire de bonnes choses. Bon lui par contre au bout de quelques mois en Chine il pète un peu un câble, il a envie de frapper un arbitre, donc bon c'est pas fou, mais bon il reste quand même et puis il rejoint Palmeiras en 2019 et là il a pris sa retraite sportive, donc voilà pour la carrière de Ramirez et son passage en Chine qui a plutôt été bon également pour lui. Lui aussi, il a joué à Chelsea, hein, décidément, mais bon, c'est pas forcément là où il a le plus marqué. Enfin, il a en tout cas marqué les Parisiens. Je peux pas vous rappeler un mauvais souvenir. Désolé s'il y a des Parisiens dans les abonnés, mais ouais, c'est sûr que ce but contre le PSG, c'est sûr qu'il a dû faire mal dans les derniers 2 jeux en Ligue des Champions. Mais Dembaba, c'est un joueur que moi j'ai connu du côté du TSG Hoffenheim de 2016 à 2011 où il a été tout simplement énorme. 106 matchs avec Hoffenheim, il met 40 buts. Il était vraiment fort et il rejoint donc West Ham où ça va un peu moins bien se passer. Il va y être que seulement 6 mois avant de partir du côté de Newcastle où il a formé une fameuse doublette avec Papi Cissé où c'était vraiment une équipe qui était assez sympa à suivre. Newcastle, bah maintenant ça l'est toujours, mais à cette époque-là c'était vraiment beau et cette doublette. Papi Cissé Dembaba, franchement, ça a fait trembler plusieurs défenses, hein, en première ligue. Et au bout d'un an et demi, il signe donc à Chelsea, hein, et où il y jouera 18 mois, où il fera 51 matchs, seulement 14 buts. Je pense que c'est un peu un loupé Dembaba, sans dire que c'est un flop, on s'entend. Mais on pourrait peut-être s'attendre à mieux. Et il signe dans 2014 à Beşiktaş, où il va vraiment être énorme, il va marquer 27 buts en 44 matchs. Et après, il va donc signer en Chine en 2015 au Shanghai Shenhua, où il va claquer but sur but au début quand il arrive pour 13 millions d'euros et franchement il est vraiment en train de marquer énormément de buts, mais malheureusement il se fracture le tibia, notre ami Dembaba, et donc il va faire sa rééducation mais il va la faire en Turquie et il va être prêté à Beşiktaş de ce fait. Il va revenir à Shanghai en juillet 2017 mais il est plus dans les plans du club, donc il va être libéré de son contrat au bout de 6 mois. Il va partir à Göztepe en Turquie, encore une fois désolé si c'est pas la bonne prononciation du club turc, et il va repartir 6 mois après pour aller à nouveau à Shanghai, donc il va revenir dans son club et là il va rejouer 17 matchs, il va mettre 5 petits buts, le corps est un peu plus en difficulté par rapport au début. Et il va repartir à nouveau libre et il va se retrouver donc à Başakşehir où il va à nouveau affronter le PSG. On se souvient malheureusement, hein, enfin même si c'était au final peut-être une belle image et c'est peut-être comme ça qu'on devrait lutter contre le racisme, mais c'est lui qui décide que Başakşehir et également le PSG quittent le terrain suite à des problèmes de racisme. Et donc il va jouer 83 matchs avec le club turc, 26 buts, et puis il va partir en Suisse à Lugano, il va seulement faire 3 petits matchs. Donc voilà pour Dembaba, quand même un grand attaquant qui aura quand même marqué pas mal les esprits. Et on en parlait, hein, Dembaba, Newcastle, il a formé une doublette, mais avec Papi Cissé, et lui aussi, Papi Cissé, il a joué du côté de la Chine. Lui, on l'a découvert en France, du côté du FC Metz, où il est de 2004 à 2009, où il va faire plus d'une centaine de matchs et il va marquer 37 buts avec les A. Il y aura des prêts également, hein, du côté de Cherbourg et du côté de Châteauroux. Et il rebondit en Allemagne, du côté de Fribourg, où il va jouer 67 matchs pour 39 buts marqués. De 2009 à 2012, ensuite il va aller à Newcastle, donc la fameuse doublette, hein, même si elle n'a pas duré si longtemps. 131 matchs, 44 buts, et puis il va signer en Chine, donc. Du côté de Shandong Lunning, il va marquer 18 buts, hein, en 34 matchs, hein, ce qui est plutôt un bon ratio d'un peu plus d'un but tous les 2 matchs. Et il va donc décider de partir après au bout de 2 ans, et il part du côté de la Turquie, où il va jouer à Alanyaspor, au Fenerbahçe et au Saiko Rizespor. Et pour ceux qui suivent la Ligue 2, vous le savez, bah aujourd'hui, Papi Cissé joue encore et il joue du côté d'Amiens, où il a fait vraiment une belle saison. Il a marqué 13 buts en Ligue 2, hein, 2 passes décisives en 32 matchs, donc voilà, Papi Cissé, malgré son âge un peu avancé, il a encore des très bons restes et il répond vraiment présent du côté d'Amiens. Ah, Jackson Martinez, j'avais des espoirs en lui qui étaient vraiment très élevés et malheureusement, bon, il aura pas forcément eu la carrière escomptée. Donc c'est un attaquant colombien, hein, qu'on a découvert nous du côté du FC Porto.
Il est arrivé en 2012, il est vraiment très très fort, il enchaîne, c'était le successeur de Falcao, il enchaîne vraiment les belles prestations. Et comme Falcao, il signe du côté de l'Atlético de Madrid en 2015, donc lui Falcao avait signé avant, hein, vous m'avez compris. Mais il signe pour 35 millions d'euros et à l'Atlético de Madrid, c'est tout simplement pas bon. Franchement, il est pas du tout au niveau et 6 mois après, il y a le club chinois de Guangzhou Evergrande qui va décider de poser 42 patates sur Jackson Martinez alors que les Colchoneros vont lui lâcher 35. Au bout de 6 mois, forcément, bah, ils le vendent, hein, parce que, bah, il est pas bon quand il lâche 35 millions, il y a un club qui met 42 millions, bah, forcément, hein. Il suffit de pas être trop bête, mais voilà, je pense que ça se refuse pas. Il signe du côté de Guangzhou et bah c'est pas forcément une belle réussite. Alors il est quand même champion de Chine en 2016, un vainqueur de la Coupe de Chine également et de la Super Coupe de Chine, donc il fait un triplé en Chine, mais c'est pas vraiment une réussite. Hein. Il joue 16 matchs, 4 buts de passes décisives seulement, hein, pour Jackson Martinez, et en plus il se fait une énorme blessure à la cheville. Scolari ne compte pas forcément sur lui. Et pendant cette blessure, du coup, bah il en profite pour essayer de se lancer dans le rap, avec un rap un peu mélangé avec des chants catholiques. Bon, ça malheureusement non plus, ça n'a pas marché pour lui. Et en 2020, il quitte la Chine pour rejoindre le club portugais de Portimonense. Et il met fin à sa carrière le 3 août 2020. Donc à Portimonense, il n'aura pas joué énormément de matchs parce que bah c'est pareil avec le Covid, il n'y a pas forcément beaucoup de temps de jeu. Et voilà pour Jackson Martinez, une belle énigme. Hein. Franchement, à Porto, il était vraiment très très fort. Et quand l'Atlético de Madrid le signe, on pense que c'est vraiment une belle opération. Voilà. On continue ensuite avec un joueur qu'on a connu du côté du LOSC, qui est Gervinho. Donc Gervinho, un Ivoirien qui a commencé à percer du côté de Beveren en Belgique. En 2007, il rejoint Le Mans, où il joue 2 ans. Ensuite, donc, il signe au LOSC jusqu'en 2011, où d'ailleurs il gagne le titre de champion de France en 2011. Et il part du côté d'Arsenal. Et Arsenal, comme je l'ai expliqué dans les pires transferts, ça a été assez compliqué pour lui. Ça n'a pas forcément été le pire joueur d'Arsenal, mais on pouvait s'attendre à mieux. Il marquait par son explosivité, mais il manquait vraiment beaucoup de réalisme devant le but du côté d'Arsenal en tout cas. Et en 2013, il signe du côté de la Roma, et à la Roma, ça va mieux, sauf que malheureusement, il enchaîne les blessures. Donc c'est assez compliqué d'avoir une régularité, mais le fait d'avoir retrouvé Rudy Garcia, clairement, ça lui a fait beaucoup de bien. Sachant qu'il l'avait déjà eu au Mans et également au LOSC, hein. Rudy, il aime bien Gervinho. Ce serait pas étonnant de voir Gervinho arriver à Naples malgré son âge avancé. Et en 2016, donc après ça, il signe au Hebei China Fortune en 2016. Hein, donc voilà, passage en Chine, il va être assez compliqué parce qu'il va se faire les ligaments croisés là-bas. Donc malheureusement, bah, Gervinho, il va pas forcément réussir à briller du côté du championnat chinois. Et ça va clairement compromettre son aventure. Il va ensuite essayer de rebondir en Italie en 2018 du côté de Parme, où il va faire 3 ans, où ça va vraiment plutôt bien se passer pour lui, même si encore une fois, il continue avec les pépins physiques, il en a vraiment beaucoup. Et ensuite, une année à Trabzonspor, et là, aujourd'hui, il a l'Aris Salonique. Donc voilà pour Gervinho. Honnêtement, en travaillant cette vidéo, je me rappelle plus qu'il avait joué en Chine, mais voilà. On arrive à la moitié de la vidéo et le 10e joueur c'est Paulinho, hein, le Brésilien, le milieu central qui était assez complet, qui était vraiment fort, qui a fait pas mal de saisons du côté du Brésil avec notamment le Pau de Achucar, Bragantino et également Corinthians. Et en 2013 il quitte la Brésil pour aller également à Tottenham. Et à Tottenham, j'en ai pas forcément des mauvais souvenirs, je trouve qu'il était plutôt bon, mais en 2015, il y a Guangzhou Evergrande qui va décider de toquer à la porte et qui va poser une belle somme. Tottenham va donc vendre Paulinho du côté de Guangzhou Evergrande, il va faire 95 matchs, il va marquer 28 buts, il va remporter d'ailleurs pendant cette période la Ligue des Champions asiatiques, hein, et il va également jouer la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, plutôt une belle réussite, et c'est le Barça qui décide de le recruter pour 35 millions en 2017, où il va quand même jouer 49 matchs. Moi j'ai des très mauvais souvenirs de Paulinho au Barça, mais j'en avais parlé dans ma vidéo sur les pires recrues, et il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'étais dur et que Paulinho c'était pas un flop. Donc voilà, si vous trouvez que c'était pas un flop, aucun problème, moi j'accepte tous les avis, y a pas de souci. Mais moi franchement j'en ai pas vraiment des bons souvenirs de Paulinho au Barça. Et après avoir 35 millions, il le reprête au Guangzhou Evergrande, donc en Chine, et Guangzhou Evergrande va le racheter 40 millions au Barça, donc c'est pareil, belle opération. Et la fin de son parcours va être assez compliquée pour Paulinho au Guangzhou, pardon, parce que pendant le Covid, malheureusement, il décide de quitter le pays pour pouvoir profiter un peu de sa famille, et avec la politique du zéro Covid, il n'arrive pas forcément à revenir au pays, et donc il décide de résilier le contrat. C'est assez compliqué, il y a pas mal de tensions entre Paulinho et le club chinois, et il y arrive quand même en 2021, il va signer en Arabie Saoudite, du côté de Al Ahly. Ah ouais, il aime bien l'argent, hein, Paulinho. Il a le droit. Sauf qu'en Arabie Saoudite, il va faire seulement 4 matchs, 2 buts, et il va également avoir des tensions avec le board, donc pareil, résiliation de contrat. Et il a ensuite rebondi du côté de Corinthians,
au Brésil. Paulinho, on pouvait quand même s'attendre à une carrière meilleure. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, mais moi Paulinho, j'en attendais vraiment beaucoup et au final, bah, il a pas eu énormément à Tottenham, j'en ai plutôt un bon souvenir, mais c'est surtout en sélection, j'ai plutôt un bon souvenir. Notamment la Coupe des Confédérations 2013, je crois qu'il y était, à confirmer. Mais il y a une compétition où il est vraiment bon avec le Brésil. Et ouais, franchement, c'était un bon milieu, on pouvait s'attendre quand même à mieux, mais bon, après lui, s'il a aimé sa carrière, j'ai envie de dire, c'est le principal. On va parler de défenseur central assez mythique, j'ai envie de dire. On va parler de Ricardo Carvalho, qui a été à Porto de 96 à 2004. Donc, il gagne la Ligue des Champions avec Porto. Pendant qu'il appartenait à Porto, il y a quand même eu 3 prêts, pour Ricardo Carvalho. Il a appartenu au Lecce FC, au Vitória Setúbal et au FC Alverca. Et José Mourinho, quand il quitte le FC Porto pour partir à Chelsea en 2004, il prend Ricardo Carvalho avec lui. Et à Chelsea, ça va vraiment être un pilier, cette doublette avec John Terry. Je pense que beaucoup d'attaquants en cauchemardent encore. Il fait 210 matchs avec Chelsea, il est vraiment très fort et ça va attirer donc le Real Madrid qui va être entraîné par un certain José Mourinho à nouveau. Au Real Madrid, c'est un peu plus compliqué. Après, il est un peu plus âgé, mais il est vraiment en difficulté, je trouve, du côté du Real Madrid, sans dire qu'il était nul, mais c'était quand même compliqué. Et en 2013, il est recruté par l'AS Monaco qui est en train de se refaire un projet où ils ont pris également Falcao, Rames pour ne citer que. Et à AS Monaco, le début n'est pas mauvais, la première saison n'est pas mauvaise, mais ça a été de plus en plus compliqué. La dernière saison, franchement, on avait vraiment vu une piètre version de Ricardo Carvalho qui était vraiment très très lent, mais vraiment c'était assez affligeant et c'était pas beau à voir parce que Ricardo Carvalho ça fait clairement partie des meilleurs défenseurs centraux, on va dire, je sais pas, top 20 des meilleurs défenseurs centraux, on va dire, dans cette période, peut-être top 30. J'ai pas fait le classement, vous déciderez vous-même, mais en tout cas c'était vraiment un très très bon défenseur. Et donc en 2016, il quitte librement Monaco et il va rejoindre également la Chine en 2017 où il va signer également à Shanghai où il va jouer seulement 5 matchs avant de prendre sa retraite. On va rester dans les joueurs qui sont passés par la Ligue 1 et on va parler de Ezequiel Lavezzi. Ezequiel Lavezzi, je pense que voilà, tout le monde le connaît. Il a commencé en Argentine, il a été excellent en Napoli et le PSG décide de le recruter en 2012. Et on pense que c'est une très belle recrue et je pense pas que les Parisiens aient un si mauvais souvenir de ça de Lavezzi. En tout cas, moi, j'en ai pas. Même si c'est vrai que par moment, on pouvait peut-être lui demander d'être un peu plus décisif, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, essayer de faire plus d'efforts. Après, Lavezzi a toujours été très détaché du foot. Ses interviews étaient toujours un peu lunaires. Il disait, ouais, moi, à 31 ans, si je peux arrêter le foot, j'arrête. Enfin, ce genre de truc, c'était assez fou. Et en 2016, il décide donc de quitter le PSG pour signer OEB China Fortune. Après, est-ce que c'est surprenant de voir Lavezzi partir comme ça en Chine? Non, comme je l'ai dit, clairement le foot n'était pas forcément sa plus grande priorité. Il décide du coup de prendre l'argent pour faire ses dernières années. D'ailleurs, sa présentation, Ezekiel, t'aurais peut-être pu t'abstenir, parce que bon, c'est quand même pas fou. Et OEB China Fortune, il fait vraiment au début des super prestations. D'ailleurs, la première année, il est élu meilleur joueur du championnat chinois. Il est d'ailleurs également meilleur passeur du championnat chinois. Et après, c'était un peu plus compliqué parce que son corps ne l'a pas laissé tranquille. Donc voilà, il n'a pas pu forcément enchaîner vraiment beaucoup les bonnes prestations. Et en 2021, il prend sa retraite. Donc voilà, Ezequiel Lavezzi. Bon, un joueur que moi que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais peut-être qu'on pouvait s'attendre à mieux. Mais en tout cas, ces 5 dernières années en Chine, elles n'ont pas été si mauvaises. Même si encore une fois, les pépins physiques l'ont peut-être un peu trop freiné. Et que les Chinois n'ont pas pu profiter au maximum de l'Argentin. On va retourner sur un joueur qui joue en Ligue 1 et qui joue au LOSC. Et on va parler de Burak Yılmaz, qui a joué également en Chine. Alors lui, Burak, c'est simple, il a été en Turquie de 2003 à 2016, où il a fait l'Antalyaspor, Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray. Et sa Galatasaray entre 2012 et 2016, il est vraiment très très fort. 82 buts en 141 matchs. Et il décide de quitter la Turquie pour aller en Chine, au Beijing Guoan, où il va faire une très très belle saison, 19 buts en 32 matchs. Donc voilà, Burak, comme on connaît. Et il retourne au bout d'un an en Turquie, où il re-signe au Trabzon, avant de retourner à Beşiktaş. Et après, en 2020, il quitte Beşiktaş pour signer au LOSC. Première saison complètement dantesque. Si le LOSC est champion, c'est en grande partie grâce à lui. Et la deuxième saison, avec Sugourvenek, ça a été beaucoup plus compliqué. Il a ensuite signé au Fortuna Sittard, du côté des Pays-Bas. Et là, il a pris sa retraite il y a quelques semaines. Donc voilà pour ce bon vieux Burak. Personnage qui aura vraiment marqué la Ligue 1 en peu de temps. Mais franchement, le Burak du LOSC, c'était pas élégant. On peut pas dire ça. Mais c'était très fort. En parlant de joueurs qui sont pas forcément très élégants, mais qui sont bien brutos, on va parler de ce bon vieux Hulk,
À lui, son nom, il était vraiment bien fait par rapport à sa carrure. Hein. Franchement, ça a été bien choisi. Donc un an à Vitoria, ensuite il est au Japon hein, pendant longtemps, où il est au Kawasaki Frontale, où il est prêté également du côté de Sapporo et de Tokyo. Et en 2008, il signe au Portugal, à Porto. Il va jouer de 2008 à 2012, où il marque tout le monde par rapport à sa puissance de frappe, où il est tout simplement monstrueux. Franchement, j'ai rarement vu une puissance de frappe aussi folle. Hulk, il aura vraiment marqué tout le monde. Bon, déjà par son nom, hein, clairement. Et en 2012, alors qu'il y a pas mal de clubs qui veulent attirer Hulk, il décide de prendre une destination assez surprenante, dirons-nous, ici au Zénith. Donc voilà, où on lui propose vraiment un beau salaire. Donc il jouera au Zénith de 2012 à 2016. Et il va partir après en Chine, donc à nouveau pour le projet sportif bien entendu. Et à Shanghai, vraiment, il fait vraiment du très bon travail. Hein. 76 buts marqués en 145 matchs de 2016 à 2020. Vainqueur du championnat en 2018, vainqueur de la Super Coupe de Chine en 2019. Enfin ouais, franchement, Hulk, il a été vraiment marquant là-bas, il a vraiment réussi son passage. Partout où il est passé, il a réussi, c'est quand même un peu dommage de ne pas l'avoir vu dans un grand championnat, dans un grand club, même si on l'a vu notamment avec la sélection, mais on aurait peut-être préféré le voir un peu jouer, je sais pas, en Première Ligue par exemple, je pense qu'il se serait parfaitement acclimaté vu son gabarit. En 2021, il jouait à l'Atlético Mineiro, où ça va faire 137 matchs, où il a mis 82 buts, enfin voilà, Hulk, grosse machine à marquer, mais voilà, on l'a pas vu dans un grand championnat, et c'est un peu dommage. Lui, c'est un de mes plus grands regrets en tant que suiveur de foot, c'est Alexandre Pato. Honnêtement, quand il commence à percer hein, en 2009-2010, là, du côté de l'AC Milan, je me dis que c'est un crack absolu, qui va vraiment être trop fort. Malheureusement, ça a été très compliqué. Donc, il a percé du côté de l'International, il arrive à l'AC Milan où il fait 150 matchs, 63 buts. Malheureusement, dès ces dernières années, hein, donc vers 2012-2013, il quitte l'AC Milan en 2013. Il y a quelques pépins physiques hein, qui le ralentit. Et donc, il va essayer de se relancer du côté de Corinthians. Ça va pas trop mal se passer, même s'il va être prêté au bout d'un an à Sao Paulo. Et ensuite, il va être prêté à Chelsea, où il va seulement jouer 2 matchs, où il va marquer quand même un but sur ces 2 matchs. C'est quand même pas mal. En 2016, il revient en Europe, du côté de Villarreal, où il va essayer de se relancer. 24 matchs, malheureusement, seulement 6 petits buts. Et encore une fois, pas mal de pépins physiques. Et un manque de régularité, de linéarité dans ses performances. Et en 2017, donc, il décide de quitter l'Espagne et il va en Chine pendant 2 ans où il va jouer au Tianjin Quanyan, où il va jouer pour le coup, où il va marquer quand même 36 buts hein, en 60 matchs, donc plutôt une belle réussite hein, là-bas son passage en Chine. Et en 2019, malheureusement, il est en plein questionnement existentiel, il est vraiment mécontent de sa situation avec le club chinois. Donc il décide de résilier son contrat le 16 mars 2019 et il va retourner à Sao Paulo où il va faire plutôt une belle saison. En 2021, il va faire une pige en MLS à Orlando où malheureusement ça va vraiment être assez compliqué. Il va marquer seulement 4 buts avec les Violets. C'est pas du tout leur surnom, hein. Je vais appeler les Violets, mais voilà. Et voilà pour Alexandre Pato. Franchement, ouais. Je pense à un pote... je pense à un de mes meilleurs potes de lycée qui avait son maillot et tout, on était tous jaloux, genre ouais, maillot Pato. Honnêtement, si j'arrive à le retrouver aujourd'hui, je reprendrais bien un maillot de Pato, hein. Parce que vraiment, il m'avait marqué, mais oh là là, quel gâchis. Bon, c'est pas que de sa faute, malheureusement, mais c'est dommage. Bon, lui, on va parler par contre d'un joueur qui est vraiment très confirmé et qui a vraiment été un joueur essentiel lors des 20 dernières années, c'est Javier Mascherano, l'Argentin, un milieu défensif qui a été notamment joué défenseur central par la suite en fin de carrière. Donc on commence à le connaître en 2006, hein, où il rejoint West Ham, où il a forcément 7 petits matchs avant de signer à Liverpool. Avant ça, il va jouer à River Plate et également un an au Brésil au Corinthians. Et de 2007 à 2010, il est vraiment très fort, hein, parce que c'était pas forcément la meilleure version de Liverpool, mais il arrive quand même à faire du bon travail. Et en 2010, donc, il attire le FC Barcelone, et au FC Barcelone, il va rester jusqu'en 2018, que ce soit en milieu défensif ou en défense centrale. D'ailleurs, il fait également une merveilleuse Coupe du Monde 2014, avec notamment ce fameux tacle hein, contre les Pays-Bas, où malheureusement, il se fait mal. Je vais pas dire où, mais vous avez compris. Et en 2018, il quitte donc la Catalogne et il part du côté du Hebei China Fortune, donc où il va jouer 54 matchs et après il va retourner du côté de l'Estudiantes, donc en Argentine. Et voilà pour Javier Mascherano, joueur qui aura été vraiment marquant par son caractère, par sa capacité à vraiment bien défendre, par ses tacles qui étaient en général maîtrisés, mais pas tous. Mais voilà pour Javier Mascherano. On va repartir sur un joueur qui avait joué du côté du Napoli. On va parler du Slovaque, ou Slovène, non Slovaque, Marek Hamšík. Et Marek Hamšík qui arrive à Brescia en Italie dès 2004 où il va faire 74 matchs, 12 buts, hein, le milieu offensif, qui a joué un peu sur l'aile par moment, mais c'était plutôt un milieu offensif bien créateur, capable de jouer également un peu le 8, mais voilà, un bon milieu offensif avec une belle frappe de loin.
pour ceux qui ne le connaissent pas. Et en 2007, il signe donc au Napoli. Il va rester jusqu'en 2019, un vraiment véritable légende à Marek Hamšík du côté du Napoli. Ce fameux numéro 17 et cette fameuse coupe de cheveux. Ouais, Marek Hamšík, moi, il m'a vraiment beaucoup plu. 120 matchs avec le club napolitain, hein, rien que ça, 121 buts. Et il va donc quitter le Napoli pour la Chine à seulement 32 ans pour aller au Dalian Yifang où il va faire 45 matchs avec le club chinois. 5 petits buts et après ça il va partir dans une destination qui était assez surprenante, mais il part en Suède à Göteborg où il va jouer 6 matchs, un petit but, et il va rebondir ensuite du côté de la Turquie. Il va jouer à Trabzonspor où il va faire 65 matchs, 6 buts, et il prend sa retraite là depuis peu. Marek Hamšík, ouais, c'était vraiment un très bon 10, vraiment véritable légende, hein, joueur capable de rester 12 ans au Napoli alors qu'au final il aurait pu, je sais pas qu'à un moment il y avait le PSG dessus, en tout cas il aurait pu aller dans un autre club, mais lui il décide de rester pour l'amour du maillot, c'est beau. Presque on lui pardonne d'avoir été en Chine pour profiter et de prendre un gros salaire en fin de carrière, parce que bah, vu qu'il s'est presque privé, j'ai envie de dire, du côté du Napoli, bah, c'est tout à son honneur en fait de le voir rester 12 ans et de partir prendre un peu d'argent après en Chine en fin de carrière. Il reste 3 joueurs dans cette vidéo et on va donc parler de Marouane Fellaini. Vraiment un très bon milieu, que ce soit en sélection belge ou également du côté de la première ligue. Il fait 5 ans à Everton où il est vraiment très fort et où il commence vraiment à percer, et ensuite il signe à Manchester United de 2013-2019 où vraiment il a été bon aussi, même si c'était vraiment le Manchester qui était un peu dans une période un peu compliquée, c'était assez difficile de briller, mais en tout cas j'ai pas des mauvais souvenirs de Marouane Fellaini. Et en 2019 donc il décide de quitter le club mancunien et il signe en Chine, plus précisément au Shandong Taishan, où il va quand même jouer 121 matchs hein, avec le club chinois, 42 buts, donc voilà, belle performance, hein, champion de Chine en 2021, vice-champion en 2022, là il était finaliste de Super Coupe de Chine en 2023, il a gagné 3 Coupes de Chine d'ailleurs en 2020, 2022, finaliste en 2019, enfin voilà, vraiment Fellaini du côté de la Chine, c'est plus qu'une réussite, il s'éclate, donc tant mieux pour lui. L'avant-dernier joueur, on va parler de Yannick Carrasco. D'ailleurs, oui, il faut arrêter de dire Ferreira Carrasco, j'entends tout le monde le dire, mais c'est Carrasco, hein, il veut plus qu'on dise Ferreira. J'ai plus la raison, mais c'est Carrasco. Donc lui, on l'a découvert du côté de Monaco, hein, quand c'était l'année où Monaco, ils étaient en Ligue 2. Donc en 2012, où il est vraiment bon, et après en Ligue 1, il commence à confirmer. 33 matchs, 20 buts pour lui. Et donc ça attire l'Atlético de Madrid qui va l'acheter où il va jouer de 2015 à 2018. Pareil, 124 matchs, 23 buts, et il y a le club chinois qui décide de le recruter, le Dalian Yifang, et c'est pareil, lui il va décider d'y aller. Hein. Bon, il était quand même assez jeune, donc c'était assez surprenant. Mais bon, il décide d'y aller, et en janvier 2020, l'Atlético de Madrid va le redemander en prêt parce qu'ils ont des soucis d'un point de vue offensif. Donc il décide de reprêter Carrasco. Carrasco y va, il va re-signer ensuite par la suite du côté des Colchoneros, et là il y est encore actuellement, voilà, hein, vraiment un bon joueur, hein, ce Carrasco, où il s'est même mué en piston, que ce soit en sélection ou parfois sous Simeone. Et là il y a une info qui est sortie hier, hein, hier lundi, où apparemment il y aura un club saoudien qui serait intéressé par Carrasco. On va voir ce que ça donne, mais ce serait pas forcément étonnant de le voir partir là-bas. Donc voilà pour Carrasco. Et le dernier joueur, bah, on va parler de Carlos Tevez. Carlos Tevez, hein, qui était vraiment une petite pépite, hein, vraiment très bon joueur. On l'a vu du côté de Boca Juniors, ensuite Corinthians, West Ham, où il va attirer Manchester United, où il va vraiment faire du très bon travail. 2 ans après, il part du côté de Manchester City, où clairement, en tant que, je vais pas dire fan de Manchester United, mais c'est mon club préféré en Angleterre, Manchester United. J'avoue que ça m'a fait un peu mal au cœur. Et à Manchester City, il fait vraiment du très bon travail, où il va marquer 73 buts en 148 matchs, hein, donc vraiment une belle version de Carlos Tevez qu'on a eu du côté des Citizens. Il signe ensuite en Italie, à la Juve, où il va vraiment être fort également. Il va former d'ailleurs un moment une doublette avec Morata qui est vraiment plutôt efficace. Il va perdre la finale d'ailleurs contre le Barça en 2015, hein, et il décide de quitter la Juve pour retourner au Boca Juniors, où il va jouer 54 matchs, il va marquer 22 buts. Donc je m'en rappelle, hein, ça avait été plutôt une belle histoire de le voir retourner de suite en Argentine, alors qu'il avait encore un peu de temps devant lui, mais je me rappelle que ça avait été bien vu. Mais malheureusement, 2 ans après, il part du côté de Shanghai Shenhua. Alors pourquoi malheureusement? Je dis malheureusement, c'est parce que c'était tellement une belle histoire, et qu'il avait tellement dit, moi je veux retourner, je veux finir ma carrière là-bas, que de le voir partir pour l'argent, ça casse un peu le romantisme, dirons-nous. Mais après, on peut comprendre, hein, il signe du côté de la Chinese Super League, et il devient le footballeur le mieux payé de la planète avec 38 millions par an.
Bon, c'est vrai que maintenant, quand on voit les salaires de Mbappé, par exemple, ou des joueurs qui partent en Arabie Saoudite, 38 millions par an, ça paraît pas énorme. Et pourtant, c'était en 2016. Hein. Mais c'était le joueur le mieux payé. Ça se passe pas forcément très bien pour lui, surtout à la fin, où il a vraiment mal de pays. Il va jouer que 17 matchs, 4 buts, et il va partir, il va retourner du côté de Boca Juniors avant de mettre fin à sa carrière en 2021. Voilà pour Carlos Tevez, en tout cas, joueur qui aura, je pense, marqué toute une génération. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, comme d'habitude, à faire cette vidéo. J'ai décidé de faire un peu plus long, parce qu'on m'a dit que des fois, par moment, ça faisait un peu liste, donc j'ai essayé de décider de parler un peu plus. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc il y avait pas mal d'autres joueurs qui sont passés du côté de la Chine qu'on aurait pu citer. Je vais les citer vite fait. Il y avait Axel Witsel, Miranda, Freddy Guarin, Obafemi Martins, Romain Alessandrini, Anderson Talisca, Romulo, Stéphane Mbia, Cédric Bakambu, Solomon Rondon, Eder, l'italien, pas le portugais, Renato Augusto, Graziano Pelle ou Alex Teixeira. Donc voilà, il y avait pas mal de joueurs qui auraient pu être cités, mais bon, je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Encore merci pour la force sur les dernières vidéos. Merci encore pour les 10 000 abonnés. Franchement, c'est un super cap. Merci beaucoup. Je pensais pas y arriver aussi rapidement. Donc on va continuer à charbonner, essayer de travailler et se perfectionner pour que ça continue à évoluer. Et on se retrouve samedi matin. On va parler donc d'une vidéo. On va faire une recrue pour chaque gros club européen. On l'avait fait en France, ça vous a vraiment plu. Du coup, je me suis penché là-dessus, j'ai travaillé dessus quand même pas mal là déjà. Il me reste plus qu'à la tourner et puis faire l'argumentaire, mais ça devrait le faire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous, faites attention à vous, surtout en ce moment. C'est assez compliqué en France, donc surtout faites attention à vous, prenez soin de vous et surtout aimez-vous tous. Je pense que c'est le plus important. Tchuss!